si on ne la compte pas dans les critères de Maastricht, bah, immédiatement, on passe de 95 ou je ne sais pas combien à 86. Voilà. Et il faudrait faire la même chose pour les autres pays et voir où en sont les autres pays. Je suis convaincu que dans les autres pays, et notamment l'Allemagne, la dette publique pour investissement, et notamment pour investissement local, elle est certainement inférieure à ça. Parce que depuis longtemps, l'Allemagne a renoncé ou a diminué fortement sa capacité d'investissement. Et d'ailleurs, ça se voit, et ça se dit aujourd'hui, c'est pas longtemps que ça se dit, mais ça se dit depuis quelques mois, puisque les Allemands eux-mêmes commencent à dire, bon, il faudrait quand même qu'on remette à jour un certain nombre d'infrastructures. Donc vous voyez qu'il y a, à travers cette démarche qui est beaucoup trop, j'allais dire, à la fois normative et par conséquent dogmatique. C'est la norme conduit au dogme. Hein, ça. Parce que c'est plus facile de respecter des normes plutôt que de se poser des questions. À travers ça, je pense que nous commettons des erreurs, et des erreurs de choix politiques majeures dans tous les pays, pas seulement en France, et que ceci est très très préjudiciable à l'avenir. Alors, il y a des biais. On peut essayer de faire en sorte que ce ne soit pas de la dette publique, mais de la dette privée qui ne compte pas dans Maastricht, mais dont ce sont les collectivités publiques qui devront assurer le service ultérieurement. Donc c'est un peu ce qui se passe avec, par exemple, les contrats de partenariat. Encore que aujourd'hui, hein, s'il ne me trompe pas, la partie correspondant à l'investissement des contrats de partenariat doit être quand même réintégrée dans la dette publique. Elle est réintégrée dans la dette publique, hein, nous sommes d'accord. Mais ce n'était pas le cas au départ, parce qu'on voyait bien que là, il y avait un biais qui était recherché. Il y avait un engagement à payer, mais elle n'était pas comptabilisée dans la dette. Vous voyez, c'est encore des questions de normes. Tout ça me paraît extrêmement, extrêmement important à être souligné. Et pourtant, et je termine là-dessus, parce que on pourrait parler pendant des heures là-dessus, et pourtant, dans notre pays, nous avons un point fort, enfin nous avons plusieurs points forts, mais un des points forts de notre pays, un des points forts de notre attractivité, c'est aujourd'hui la qualité des infrastructures publiques. Que ce soit en matière de transport, en matière d'équipement public, de bâtiments publics, etc. Nous avons aujourd'hui un niveau qui est un niveau élevé, avec des équipements et des infrastructures qui sont en relatif bon état. Je dis en relatif parce qu'on a vu ce qu'il en était des réseaux ferrés. Ce qui s'est passé récemment sur les réseaux ferrés, ça n'existait pas il y a 30 ans. Bon, aujourd'hui, ça se produit. Ça veut donc dire qu'il y a un défaut et qu'il commence à y avoir des défauts d'entretien et de mise à jour du patrimoine. Regardez ce qui se passe aussi dans les réseaux, sur nos réseaux d'assainissement, nos réseaux d'eau potable, avec donc un certain nombre de gaspillages, et non seulement de gaspillage, mais même des conséquences qui peuvent être assez graves sur l'environnement, notamment lorsque les réseaux d'assainissement ne sont pas renouvelés suffisamment souvent. Un réseau d'assainissement, c'est 50 ans, hein, pas plus. Hein. Et donc aujourd'hui, on n'est pas à 50 ans, on est à 100 ans de durée de renouvellement, et même parfois davantage. Donc vous voyez, ce niveau d'infrastructure qui nécessite absolument le recours à l'endettement, mais un endettement qui est là justifié économiquement, eh bien ce niveau d'entretien est en train de diminuer. C'est une très grande inquiétude que beaucoup d'élus locaux commencent aussi à avoir, que beaucoup aussi de chefs d'entreprise commencent à avoir, et que je crois en être convaincu que beaucoup de dirigeants aussi nationaux peuvent avoir. Et ça, c'est une vraie question qu'il faut que nous posions. Pour ça, il faut qu'on sorte un peu du dogme. Et ça, je crois que ça ne va pas être simple. Hein, Serge? Non, pas trop. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation qui nous ramène aussi à la question d'investissement au niveau européen, parce que c'est vrai qu'un rapport de septembre d'ailleurs l'a bien montré, l'inquiétude elle est grande au niveau européen, les investisseurs ne se bousculent pas au portillon, et c'est bien ce qui explique d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. Et effectivement, les Allemands ont un gros problème, c'est qu'ils n'ont pas entretenu leurs investissements, leurs équipements, et ça leur a peut-être permis aussi d'avoir des finances publiques un peu plus présentables que les nôtres au niveau de l'équilibre budgétaire. Et ce qui est reproché aux Français, en fait, il y a deux pays où les investissements sont à peu près au point, c'est l'Allemagne et la France, d'après ce rapport. Sachant que l'Allemagne a des investissements, des équipements un peu vétustes et qu'il faudrait renouveler, et sachant que la France a peu investi dans les investissements d'avenir,
les équipements d'avenir, et ça, c'est un effort qu'il va falloir faire. Mais on est bien conscient au niveau de l'Europe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que nous sommes en compétition avec les États-Unis et la Chine qui, eux, ont un regain d'investissement très fort. Donc les collectivités locales, pour la France, sont bien au centre de ce problème-là. On l'a dit, c'est 70, même un peu plus de 70% des équipements. C'est vrai aussi, je pense que tu as raison, la sécurité sociale, tout à l'heure Serge a dit qu'il faut entendre par finance publique l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Le gros morceau, c'est la sécurité sociale. Je ne suis pas certain qu'il faille taper sans arrêt sur les dépenses maladie, sur les retraites, etc. Je crois qu'il y a une chose qu'on n'a jamais faite, c'est la mise à plat des structures de la sécurité sociale. Et je pense que là, il y a quand même des économies à faire, parce que je crois quand même que c'est un milieu qui est très compliqué, le milieu de la sécurité sociale. Les structures s'enchevêtrent, public, privé, les unes dans les autres, et il y a, à mon sens, un gros travail à faire de mise à plat. Pour ma part, je trouve que le secteur local, qu'on dit très compliqué, me paraît moins compliqué que le secteur de la sécurité sociale. Bien, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Parce que Pierre Charby est là pour nous dire un peu ce qui se passe chez les autres. Dites-nous un peu plus. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être là et partager avec vous les éléments de comparaison internationale d'où nous tirerons ensemble que finalement il y a beaucoup de problématiques communes dans un certain nombre de pays. Alors, je n'ai pas la main pour faire passer les slides, voilà. Juste, on va commencer par un petit point très rapide, panorama. Hein. Il y a un peu plus de 140 000 collectivités territoriales dans les pays de l'OCDE. Pour vous donner juste un chiffre de comparaison, il y a plus de municipalités françaises que de municipalités américaines. Quand on parle à l'extérieur, on s'étonne toujours de l'ensemble de réformes qui sont conduites ici, et pas forcément sur ce qui paraîtrait naturel. Mais je n'insisterai pas en la présence de l'association des maires de France sur cette question-là. Donc, prenons la commune nouvelle. Et commune nouvelle. Exactement. Il y en a combien? 30 19. Voilà. Mais c'est un début. C'est le premier pas. Mais on y croit effectivement beaucoup. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. Quand on compare les collectivités territoriales en termes de taille géographique ou en termes de taille démographique, bon, ben, on est effectivement les champions. On est tout en bas, là. Il y a des rivalités entre nous et les républiques tchèques et slovaques pour les plus petites communes ou les plus petits en termes de taille ou de démographie. Mais ça, c'est des données qui sont relativement connues. Et après tout, ce n'est pas forcément le problème si on n'a pas d'ambition énorme en matière de moyens et de politique publique à réaliser localement. Donc, elles pèsent quoi, les collectivités territoriales dans les pays de l'OCDE? Là aussi, c'est des moyennes. Juste pour rappel, l'OCDE, c'est 34 pays. 34 pays en plein boom, si je puis dire, puisqu'il y a des demandes qui affluent de la part de pays tels que la Colombie, le Pérou, d'autres, pour accéder à l'OCDE, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Alors, sur ce tableau, pardon, excusez-moi, c'était le précédent, sur ce tableau, on voit sur chacune des catégories financières qui affectent les collectivités territoriales, avec mes excuses parce que les tableaux sont en anglais, les titres en français, mais je ne pense pas que ce soit très compliqué à comprendre. Le niveau des dépenses des collectivités territoriales, on est en gros en moyenne à 40% à l'OCDE, avec des extrêmes, toujours les mêmes, grosso modo. Ceux qui dépensent le moins au niveau local, c'est les plus décentralisés, très typiquement la Grèce. Voilà. Ceux qui dépensent le plus, c'est les plus décentralisés, très typiquement le Canada, avec les provinces qui sont bien sûr comptées dans ces collectivités gouvernements infranationaux. Ce n'est pas exactement des collectivités territoriales. En matière de dépenses de personnel, on est autour de 63%, hein, en moyenne de dépenses de personnel au niveau infranational par rapport à la dépense publique nationale en termes de dépenses de personnel. Alors pour la France, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour la France, la première catégorie de dépenses, c'est 20%. Donc on apparaît plutôt parmi les centralisés plutôt que les décentralisés. Pour la catégorie qui est la plus importante, vous voyez ici, et ça a déjà été mentionné à de nombreuses reprises,
c'est le poids des collectivités territoriales en matière d'investissement public. On était en 2012 à 72% par rapport à l'investissement public national en moyenne à l'OCDE, près de 90% pour des pays comme le Canada, les provinces dont les municipalités sont des agents, hein, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'autonomie municipale, mais les provinces ont un rôle majeur à jouer en matière d'investissement public, par exemple au Canada. Donc on a en France, on est vraiment parmi les gros allocateurs, si je puis dire, d'investissement public au niveau infranational, puisqu'on tourne autour de ces fameux 70% de la même manière. En termes de revenus fiscaux, 30%, un peu plus de 30% est assuré au niveau local. Très typiquement, là où c'est assuré au niveau local, de manière la plus importante, c'est quand l'impôt sur le revenu est alloué localement, par exemple au Danemark, par exemple dans un certain nombre de pays scandinaves. Enfin, pour ce qui concerne la dette, à peu près 20% en moyenne dans les pays de l'OCDE, 20% de la dette est due à la dette infranationale. Donc, sur ces données-là, on pourrait rentrer dans les détails, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, j'insiste un tout petit peu sur le rôle dominant dans ces dépenses. Il y a un rôle majeur qui n'est pas tellement substituable en matière d'investissement public. Ce rôle majeur, il s'établit autour de 72%. Vous voyez là à peu près tous les pays. On pourrait corréler, là où il y a plus d'investissement public local avec un certain succès en matière de richesse. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. C'est aussi très fortement lié à la nature fédérale ou unitaire du pays, puisque plus un pays est fédéral, hormis certains cas, comme la France d'ailleurs, plus l'investissement public est décentralisé. Donc si on continue, il sert à quoi cet investissement public? On a parlé tout à l'heure, et avec Thomas et avec notre représentant de la ville de Paris, on en fait quoi l'investissement public, hein? Alors on a placé là sur deux colonnes ce qui se fait en France sur le côté gauche et ce qui se fait dans l'OCDE, où on s'aperçoit, si on voulait catégoriser un petit peu les différences, les spécificités, eh bien en France ça touche essentiellement le rôle des collectivités territoriales est beaucoup plus fort ailleurs en matière d'investissement public pour ce qui concerne les logements et les équipements collectifs. Et dans équipements collectifs, on met par exemple les réseaux d'eau propres, pas le fait de recycler l'eau qui là va aller dans une catégorie plus protection de l'environnement. Donc un rôle très fort sur ces domaines, logement, équipements collectifs, beaucoup moins fort que dans d'autres pays sur les questions d'éducation, sur les questions d'affaires économiques, c'est-à-dire d'action pour le développement économique des territoires. Comment les choses ont évolué? Alors là, on a vu des images sur les données qu'on avait de manière la plus récente. Comment les choses ont évolué? Alors sur ce tableau, eh ben, on ne va pas concourir à comment dire, on va ajouter une couche, si je puis dire, au pessimisme un petit peu qu'il emportait dans les contributions précédentes. L'évolution des revenus ne va pas à la hausse, soyons clairs. L'évolution des revenus, on a catégorisé là ce que vous voyez ce que vous voyez en jaune, ce sont les dotations, donc ce que donnent les gouvernements centraux aux collectivités territoriales. Il faut le comparer, cette chute blâme depuis 2008-2009, il faut quand même garder en tête qu'en 2008-2009, il y a eu des plans de relance massifs, des plans de relance par l'investissement public, où on a dit aux collectivités territoriales, dépensez, faites n'importe quoi, excusez-moi, mais dépensez. L'idée, c'était pas de relancer l'investissement, c'était de relancer par l'investissement. Donc, ce qu'il en résulte en matière, on a parlé tout à l'heure des investissements pour la croissance économique, etc., on peut se poser la question, l'investissement, ce n'est pas la panacée si ce n'est pas pensé pour l'être. Donc, il me semble que c'est relativement important à souligner. Du point de vue des autres sources de revenus, bon, c'est pas extraordinaire. Il y a un peu tout qui baisse pour des raisons diverses et variées. L'activité économique baissant, et très typiquement, les revenus fiscaux baissent aussi, avec un certain décalage au niveau local, mais ça baisse aussi. Alors, ce qui est un peu plus inquiétant, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'action plutôt sur les dépenses que sur les recettes, c'est ce qui se passe du côté des dépenses. Et là, du côté des dépenses, on caractérise sur ce tableau le rôle joué par l'investissement public en tant que variable d'ajustement. On a des revenus qui baissent. Sur ce tableau-là, on voit qu'il y a des petits changements sur un certain nombre de dépenses. Par exemple, on baisse un petit peu en moyenne dans les pays là c'est l'Union européenne, c'est pas l'OCDE. On n'a pas toutes les données pour tous les pays de l'OCDE, mais à l'Union européenne, oui.
On baisse un petit peu sur les dépenses en personnel, on a réussi à, si je puis dire, gratter un peu, vous passerez l'expression. En revanche, là, on a gratté beaucoup, c'est sur l'investissement public. Alors, dans ce tableau-là, il y a effectivement une inquiétude, un émoi général, parce qu'on se dit, si elle réalise en moyenne 70% de l'investissement public et que tout d'un coup, blam, il y a un drop pareil, c'est que vraiment, on est dans une situation à risque. Comment la France s'inscrit dans ce tableau-là? C'est sur ce tableau que vous le verrez. Ben, finalement, pas tout à fait comme les autres. C'est-à-dire que nous, on n'est pas comme la Banque Postale, on ne fait pas des projections, donc on a les données que jusqu'à 2013. Jusqu'à 2013, globalement, l'investissement public des collectivités territoriales françaises n'était pas affecté, alors que partout ailleurs en Europe, il y avait vraiment une chute très importante. Donc on a des projections qui nous indiquent, en plus accentuées par le cycle électoral, qu'on va vraiment connaître là une baisse, et ça vaudrait le coup de tasser, d'harmoniser ça sur les années qui viennent. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à travailler avec la Poste. Donc comment ça se passe dans les autres pays? Dans les autres pays, il y a des situations absolument dramatiques. On a tous entendu parler de l'Espagne, on a tous entendu parler de l'Irlande. Les pays qui sont visés par des plans de stabilité économique, eh ben, cette variable d'ajustement, elle joue à plein, surtout quand il y a eu énormément d'abus, et que ce soit en Grèce ou en Espagne, il y avait vraiment des situations locales qui étaient extrêmes, qui étaient même à la limite de la probité, sans accuser personne, mais les pratiques n'étaient pas forcément les bonnes. Donc je ne rentre pas dans ces jeux-là, vous verrez que tout en haut, là, les pays qui ont augmenté leur investissement public local, là, vous voyez quand même un certain nombre de Scandinaves, eux, ils préservent, c'est-à-dire qu'il y a une volonté nationale de préserver l'investissement public local, quitte à le doter nationalement, enfin ils ont des sous, si je puis dire. Au Canada, il y a eu encore quelques temps un plan de relance de l'investissement qui va être lancé prochainement, en 2015 je crois. Donc comment se financent les collectivités territoriales en matière de dette? Ce à quoi on a assisté, c'est quand même une certaine augmentation de la dette. Alors, je ne rentre pas dans les détails, on a les dettes des États fédérés et les dettes des autorités locales. Vous voyez que l'évolution de 2000 à 2013, il y a graduellement, on est sur le chemin d'une augmentation de la dette. Ça réjouira les banquiers, pas forcément les autres. En tout cas, Maastricht. Bon, ça exactement. Mais on a cette augmentation-là. Dans la dette, il y a une catégorie qu'on voulait souligner un petit peu. C'est la question de la dette obligataire, c'est-à-dire l'utilisation d'émissions de ce qu'on appelle aux États-Unis les municipal bonds, donc d'obligations sur les collectivités territoriales. La France, vous le voyez là, il y a une flèche. Bon, grosso modo, ce qui est en plus clair sur cet écran verdâtre, c'est ce qui était en 2000. Ce qui est en un peu plus rosé, orangé, c'est ce qui est en 2014. On s'aperçoit qu'il y a une espèce de rapprochement, c'est-à-dire que les pays qui n'en faisaient pas du tout en font un peu plus, les pays qui en faisaient beaucoup en font beaucoup moins. En France, c'est lié à tout un tas de raisons, mais quand on est trop petit, on n'émet pas des dettes obligataires. C'est quand même un instrument qui est réservé à certaines... Voilà, c'est pour ça qu'on a créé effectivement une agence, on y reviendra. Mais bon, c'est des données relativement intéressantes. Il y a des pays, par exemple aux États-Unis, la totalité de la dette locale est une dette obligataire. Il n'y a pas d'autres dettes, les banques ne prêtent pas. Ce n'est pas un marché pour nos communes. Donc, ce que je voudrais souligner en termes de problématiques, on est dans une situation un peu paradoxale au niveau macroéconomique. C'est-à-dire de tous côtés, on entend cette plainte. Il y a moins d'investissement public, il faut faire quelque chose. De l'autre côté, on entend ce qu'on appelle des investisseurs de long terme, type banque de développement comme la BEI, type fonds de pension, fonds souverains, qui ont des dotations énormes à placer, mais qui malheureusement ne les placent pas dans ces demandes, ces besoins de financement de long terme, et en particulier les besoins qui sont ceux des collectivités territoriales et des PME. On a d'un côté une énorme offre possible, une énorme demande possible. Pourquoi elles ne se rencontrent pas? Elles ne se rencontrent pas parce qu'il y a un problème quantitatif, elles ne se rencontrent pas, on a encore là le plan Juncker avec un effet multiplicateur qui est plus supposé que réel, on verra bien comment ça se passe, mais on a quand même un afflux de crédit potentiel et une absorption très très limitée au niveau local. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie problématique de gouvernance.
C'est-à-dire que la BEI, par exemple, ne va pas, elle va vouloir préserver sa notation AAA, elle va certainement pas aller prêter dans le Mezzogiorno à une commune italienne dans laquelle elle n'aura pas de crédibilité. Donc, elle n'aura pas confiance dans les projets. Ou elle ne va pas forcément prêter à des petites communes trop fragmentées, c'est trop petit, ils y vont pas, ils ne pourront rien contrôler. Donc on a vraiment des problématiques de gouvernance quand c'est trop fragmenté, quand les projets ne sont pas bons, quand la stratégie n'est pas claire, quand les revenus attendus, c'est pas comme Paris, ne sont pas forcément évidents, et bien les grands prêteurs ne vont pas prêter. Donc nous, ce qu'on souligne, c'est qu'à problème de gouvernance, eh bien, il faut des réponses de gouvernance. Et pas forcément des réponses quantitatives. Et je m'étonne d'ailleurs qu'à cette table, on n'ait pas évoqué une seule fois les réformes territoriales, puisque quand même on est dans un contexte où la dette d'une région fusionnée avec une autre, ça va donner quoi? Un gouvernement métropolitain, ça se finance comment? C'est beaucoup plus puissant hein, pour négocier de la dette, un gouvernement métropolitain. Et très souvent d'ailleurs, si on veut chercher des solutions à l'investissement local, toute fusion de communes, dans tous les pays on les a observés, les premières années, c'est plus de dépenses. Plus de dépenses d'investissement. Après, ça se tasse, mais comme on est plusieurs, on peut faire de plus gros investissements, on est plus crédible vis-à-vis des prêteurs. Donc, on a des espèces de leviers liés à la réorganisation territoriale qu'on ne mentionne pas, et c'est pourtant très souvent, on est beaucoup plus crédible vis-à-vis de ces prêteurs que si on ne les utilise pas. Alors, je ne soulignerai pas là tous les éléments de coordination entre acteurs, par exemple les financements, les cofinancements, les solutions qui font participer les citoyens. Il y en a une qu'on n'a pas évoquée ici, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le civic crowdfunding, c'est le financement participatif sous modalité de plateforme crowdfunding. Alors il y a plusieurs modalités, ça reste encore très mineur, dans les pays anglo-saxons c'est très utilisé, donc on pourrait étudier ces éléments-là. Le renforcement des capacités de porteurs de projets, c'est aussi quelque chose qui est très important, non seulement en termes de taille, mais surtout, il y a un point qu'on veut souligner, en termes de prioritisation des investissements. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on fait pas, pourquoi est-ce que 70% des investissements sont faits localement? Ça fait sens. Parce que si on n'est pas sur le terrain, une infrastructure, c'est un truc lourd, même si on a du matériel, ça reste, si on n'est pas sur le terrain, on n'est pas bien placé pour savoir ce qu'il faut faire ou pas. Donc il faut territorialiser les logiques d'investissement public et cibler les objectifs de croissance inclusive, soutenable, etc. Donc je ne rentrerai pas dans tous ces détails, on a une recommandation, on a tout ça. Juste quelques points, on peut passer celle-là. On pourrait détailler et débattre longtemps de la fameuse taille des régions par rapport à la taille des communes. Ce qui caractérise singulièrement la France, c'est absolument pas la taille des régions. On a commencé par réformer les régions, pourquoi pas, hein. Ce qui caractérise le poids des régions dans d'autres pays, c'est pas leur taille, c'est leurs compétences. C'est leurs compétences et leur budget. Hein. Donc, en gros, la France se situe grosso modo comme l'Italie, comme l'Espagne en matière de taille de commune, de taille de région, pardon. Sur ce transparent-là, vous verrez que les régions d'Espagne ou les régions d'Italie ont un poids en matière de pourcentage de PIB beaucoup plus lourd. Elles ont des dépenses, l'Italie a la santé, l'Espagne a plein de choses, parfois trop, et du coup... non mais il faut que ça marche, il faut que ça marche. Il n'y a personne qui est tout seul pour faire tout ça. Hein. Quand on dit qu'elles font 70%, il faut bien qu'il y ait un gouvernement central qui en fasse 30%. Donc il y a une dépendance mutuelle de l'un vis-à-vis de l'autre, et c'est le dialogue de cette dépendance mutuelle qui doit être amélioré. Donc partout, là je passe, on n'a pas le temps, l'OCDE travaille beaucoup, essaye de travailler de plus en plus avec les collectivités territoriales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Un point que je voudrais souligner, c'est la question des métropoles. La France n'est pas originale en la matière. Partout dans le monde développé, et surtout dans le monde non développé, parce qu'on s'urbanise de plus en plus, on assiste à une espèce de questionnement politique sur les aspects territoriaux qui se radicalisent. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la question de la gouvernance métropolitaine et le reste du monde, avec parfois des zones très, je ne sais pas comment on traduit ça, remote, c'est-à-dire vraiment lointaines, périphériques, qui peuvent parfois être très riches quand elles ont des mines, quand elles ont des ressources naturelles importantes, mais qui traditionnellement ne sont pas beaucoup. La grosse question, le gros débat, c'est déjà difficile de gouverner des métropoles. Comment on fait pour l'entre-deux? Comment on fait pour ce qui est après les métropoles? C'est une question
c'est une question qui touche un certain nombre de pays qui d'ailleurs font tous des réformes dans le sens de la métropolisation des pratiques politiques. Voilà, merci beaucoup. Merci Claire pour ce magnifique panorama, rapide, magnifique, mais de toute façon, vous aurez les slides et de Claire et de Thomas sur le site de Fondafit. Je tiens que nous avons organisé un colloque sur les métropoles. Le film du colloque, il est aussi sur le site de Fondafit. Elle a tout à fait raison. C'est un phénomène énorme, les métropoles au niveau international. Ça représente 600 métropoles, représentent le tiers du produit intérieur brut mondial. C'est énorme. Ça ne fait que se développer, effectivement. Mais allez sur notre site, vous verrez, nous avons travaillé ce sujet-là. D'habitude, nous arrêtons à 8h pile, mais je crois quand même que vous avez peut-être quelques questions à poser et qu'on peut peut-être dépasser de 10 minutes sans problème, sauf si vous n'avez aucune question à leur poser. Mais je crois que la qualité des interventions des uns et des autres fait que... Et puis le sujet est un sujet qui pose question, bien entendu. Quelqu'un veut poser une question? Non? Oui? Vous l'avez esquissé, mais selon-vous, quelle va être la place que l'Agence France Routière va prendre pour soutenir les collectivités territoriales dans leur investissement public? Les concurrents. Oui, moi je veux d'abord dire que s'il y a une baisse des investissements, ça sera dû au fait que la dette est prohibée. On n'a pas de problème pour trouver du financement à long terme en France. On n'a aucun problème. Il y a la Caisse des dépôts qui a mis en place une capacité de financement de 20 milliards d'euros qui n'est pas utilisé entièrement. C'est un fonds d'ailleurs intéressant, à des taux pas très élevés et surtout avec une maturité très longue, enfin plus de 20 ans, ça n'est pas utilisé. Donc la question n'est pas d'un manque de financement, hein, soyons clairs. Tout à l'heure, il y a la banque postale, il y a la caisse d'épargne, il y en a quelques autres. Mais il n'y a pas de problème aujourd'hui. Il y a eu à un moment donné, pendant 2-3 ans, une difficulté à la suite de l'affaire Dexia, etc. Il y a une difficulté de financement, ça c'est vrai. Là, il y a eu un manque de financement avec des augmentations de marge très importantes. En fait, l'idée de l'agence, elle est née de plusieurs choses. Elle est née d'abord de cette situation qui existait à cette époque, avec le fait que les collectivités territoriales se sont dit, bon, on dépend totalement en fait, des banques, et de quelques banques en réalité pour notre financement à long terme. Mais à l'époque, il n'y avait pas la prohibition de la dette que nous avons aujourd'hui, la prohibition, j'allais dire, générale, sociétale de la dette. Et donc, on s'est dit, il faut que nous ayons notre propre outil, comme d'ailleurs dans le passé, plus ou moins, existait ce qu'on appelle la CAEC, qui était une caisse qui était gérée par la Caisse des dépôts et qui émettait des obligations et qui reprêtait aux collectivités territoriales, mais au moins elle émettait directement sur le marché. Hein. Après, tout ça a disparu, pour plein de raisons. Enfin, on va pas faire toute cette histoire-là, c'est intéressant, mais bon. Parce qu'il faut toujours aller chercher des leçons du passé pour ne pas faire les mêmes, on va essayer. Donc l'idée de l'agence, en fait, c'est les collectivités territoriales se sont dit, on va créer notre propre outil qui a comme objectif de représenter à peu près un quart du besoin d'emprunt des collectivités territoriales. En gros, l'objectif, c'est ça, c'est de couvrir un quart par des émissions directes, des émissions mutualisées, naturellement, puisque, comme l'a dit Claire tout à l'heure, il y a une atomisation des collectivités territoriales importantes en France, qui, à mon avis, pose pas autant de problèmes qu'on le dit, mais enfin, c'est un autre sujet. Mais, donc, on a dit ça, voilà. Vous voyez, donc, l'objectif, c'est à peu près un quart en régime de croisière, c'est-à-dire, bon, peut-être dans 2 ou 3 ans. Mais il faut acclimater la signature collectivité territoriale française, et ça risque de ne pas être forcément très simple sur le marché, compte tenu de ce qui s'écrit à l'heure actuelle sur la gestion publique locale. Hein. Je ne suis pas sûr que les choses fonctionnent aussi bien, parce qu'il va falloir, l'agence, elle va se mettre en fonctionnement, elle va être notée, enfin, etc. Donc il y a encore des procédures qui sont en cours. Hein, voilà. Donc la première émission, elle devrait intervenir tout début 2015. Mais je veux bien souligner, parce que tout à l'heure, ça ne transparaissait pas trop clairement, hein, on n'a pas de souci en France pour recourir à l'emprunt. On n'a pas de souci technique et financier. On a simplement
un problème, c'est que ça devient prohibé. On ne peut plus dire qu'on va financer un équipement par de l'emprunt. Aujourd'hui, ça ne passe plus, même dans l'opinion, parce qu'on a diabolisé à tel niveau la dette publique. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, on l'a diabolisé parce qu'on a confondu, j'allais dire, la dette justifiée par l'investissement avec la dette qui, effectivement, est une dette dangereuse qui est utilisée pour financer le déficit de fonctionnement, en gros, pour aller baisser. Et oui, c'est le problème. Et ça, c'est Maastricht. C'est les critères de Maastricht. Il fallait sortir cette dette-là de Maastricht. La solution technique, elle est là. Oui. Et je peux vous confier. Donc, après, pendant le congrès, lorsqu'on a discuté de ça, le président de l'Association des maires de France, il est élu, donc François Baron a été ministre du budget, et il a dit, on a essayé, nous, de faire changer ça, de faire changer cette règle du jeu avec d'autres gouvernements. Nous ne sommes pas parvenus à faire changer ça par la Commission européenne. Ça, c'est la solution politique qui n'arrive pas à intégrer la solution technique, voilà, qui existe et qui est seule. Mais parce que la norme domine la volonté politique. Et donc c'est très dangereux, parce que ça, c'est pas démocratique. Merci, Philippe. Une autre question? Oui, madame. J'aimerais changer quelques mots sur le financement de certains projets via les fonds européens. Est-ce que vous pouvez expliquer quel type de fonds? Alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, l'Europe irrigue avec un certain nombre avec des fonds et aujourd'hui de plus en plus avec des crédits possibles, même si on ne peut pas les utiliser, ce qui vient d'être rappelé dans certains cas. Donc quel type de crédit, quel type de fonds, pardon? Il y a deux grandes masses, je ne parlerai pas de la politique agricole, je n'y connais rien. Il y a deux grandes masses pour le développement régional. Il y a ce qu'on appelle les fonds FEDER, qui sont des fonds alloués très typiquement pour de l'investissement public, à visée de cohésion territoriale, le terme est un peu vague, à visée de développement régional, on va dire. Il y a un fonds dit FSE, qui vise plus la formation, l'employabilité des personnes, mais qui, avec la nouvelle période de programmation qui vient de commencer auprès de l'Union européenne, est essentiellement utilisé par les pays où ces fonds sont distribués pour renforcer la capacité administrative des États. C'est-à-dire que la Commission européenne, avec la période de programmation actuelle, 2014-2020, a voulu radicaliser un petit peu les choses en disant on ne donne plus d'argent si on ne voit pas les résultats. Et si on ne les a pas vus depuis un bon moment, c'est qu'en gros, il y avait des gouvernements, qu'ils soient locaux ou nationaux, défaillants. Donc renforçons la capacité administrative et ensuite on pourra donner de l'argent. C'est aussi un levier très fort de mise à niveau des différentes régulations. En gros, les critères aujourd'hui, si vous voulez investir dans le secteur de l'eau, dans les infrastructures de l'eau par exemple, il faut que vous soyez un pays qui ait adopté et mis en œuvre la directive sur l'eau de l'Union européenne. Donc on se sert de ce levier-là. Il y a enfin un élément majeur qui ne fait pas très plaisir dans le débat actuel, c'est ce qu'on appelle la conditionnalité macroéconomique. En gros, la Commission peut suspendre le fait de donner de l'argent par ces différents fonds si les conditions de Maastricht ne sont pas respectées. Alors, juste un petit point, il y a certains pays qui justement essayent de faire bouger les lignes sur ce qui vient d'être évoqué par Monsieur le maire. Bouger les lignes de quelle manière? C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans des situations complètement absurdes où certains territoires, dans certains pays, alors qu'ils pouvaient bénéficier des fonds européens, ne pouvaient pas les utiliser parce que ces fonds doivent toujours être cofinancés. Pour cofinancer, quand il n'y avait pas d'autofinancement, il fallait bien qu'ils empruntent, mais ils ne pouvaient pas emprunter pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc on s'est retrouvé dans des situations d'absurdité, et aujourd'hui, par exemple, sous la présidence italienne, il y a toute une levée de protestation, je crois que la France y est associée, disant au moins pour les cofinancements des fonds régionaux européens, sortez-les des critères de Maastricht, sortez les emprunts des critères de Maastricht, parce que sinon on touche l'absurde. Voilà. Alors, est-ce que ça passera ou ça passera pas? Who knows? Merci beaucoup Claire. Je crois qu'on va arrêter là puisque nous devons maintenant poser une question.